En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie. Personnages, personnalités, caractères, le meilleur et le pire. Le thème fut décliné durant toute l'année 2003 par l'Académie des sciences morales et politiques, présidée alors par M. Emmanuel Leroy-Ladurie. Chaque lundi, un académicien ou un invité extérieur présentait une communication évoquant, illustrant ce thème. Et le lundi 17 novembre 2003, donc, le politologue Marc Lazare évoquait Trotsky. Trotsky, les trotskistes et la France. Nous rejoignons tout de suite la salle des séances. Monsieur le chancelier, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames, messieurs, mon propos pourra paraître singulier. Il s'inscrit dans une série de conférences consacrées par votre académie au thème « Le meilleur et le pire, personnages, personnalités, caractères ». Or, au lieu de proposer une biographie de Trotsky, né le 26 octobre 1879 en Ukraine, assassiné par un agent de Staline le 20 août 1940 au Mexique, je m'interrogerai sur les liens tissés avec la France par ce personnage et sur sa postérité, puisqu'il est des gens qui se réclament toujours de sa pensée. Je vous rassure, je vous épargnerai la reconstitution minutieuse des activités et de l'implantation des groupuscules trotskistes en France. Je ne vous égarerai pas dans le maquis de leurs organisations, et je vous dispenserai de la restitution de leurs affrontements idéologiques qui prennent des allures de guerre picrocolline au cours desquelles le destin du monde semble se jouer sur l'interprétation de telle ou telle phrase du responsable disparu. Mon intention est autre. J'entends prendre la mesure de ce qui paraît être un véritable phénomène politique et sociologique. Je cherche à élucider une énigme. Pourquoi en effet est-ce en France et dans nul autre pays européen que Trotsky jouit d'un tel prestige? Pourquoi est-ce en France et dans nul autre pays européen que les trotskistes connurent par récurrence certains succès, attirèrent dans leur rang tant d'intellectuels, et pourquoi continuent-ils d'exister? Davantage, en ce début de XXIe siècle, ils prospèrent presque. En avril 2002, 3 candidats trotskistes ont obtenu près de 3 millions de voix et plus de 10% des suffrages exprimés au premier tour de l'élection présidentielle. Les échéances électorales à venir seront sans doute marquées par d'autres succès, cependant que l'attention des médias à leur égard s'accroît de jour en jour. Bref, ma préoccupation peut se résumer en une formule simple. Pourquoi la France est-elle devenue une terre de prédilection pour ce courant de pensée? J'aborderai 2 aspects de la question. D'une part, je me propose d'observer les rapports qui se sont tissés entre Trotsky et la France. D'autre part, de restituer certaines des caractéristiques des trotskistes en France. Enfin, en guise de conclusion, de comprendre ce que leur présence révèle de la France. Trotsky et la France, c'est d'abord Trotsky en France, puisqu'il y a séjourné au moins à 4 reprises. 1902, un jeune révolutionnaire de 23 ans nommé Léon Davidovitch Bronstein, Perrault dans la clandestinité, arrive pour la première fois en France, courte étape avant Londres, où il va rejoindre Lénine. Entré en politique jeune, il connaît une première arrestation à 19 ans. À 20 ans, il est condamné à 4 ans d'exil en Sibérie. Il s'en évade en septembre 1902 et en octobre s'enfuit à l'étranger. Durant son passage dans la clandestinité, il utilise un passeport au nom de Trotsky, sous lequel il acquérera bientôt la célébrité. De ce premier contact français, on sait peu de choses. En revanche, on connaît mieux son 2e séjour à Paris, où il revient en 1902-1903. Trotsky fait quelques conférences dans les milieux révolutionnaires russes et en prononce 3 à l'école pratique des hautes études sur la question agraire en Russie. Ses talents d'orateur, qui le rendront fameux, commencent à être appréciés. C'est au cours de son séjour qu'il fait connaissance du jeune immigré russe, l'étudiante Natalia Sedova, qui deviendra sa seconde femme. Elle lui fait visiter la capitale, mais Trotsky n'aime pas Paris. Il déclare à sa guide qu'à tout prendre, il préfère Odessa, attestant un goût certain de la provocation et un esprit provincial marqué. Il se désintéresse complètement de l'art et il le reconnaîtra dans son autobiographie « Ma vie ». Natalia a expliqué qu'il a commencé, je cite, par nier Paris en barbare qui lutte pour sa propre conservation. Ce n'est que durant son séjour suivant qu'il apprit à connaître la ville et qu'il s'ouvrit à l'art. En revanche, passionné de politique, il découvre le socialisme français. Par exemple Jean Jaurès, qu'il n'apprécie guère.
Ce n'est que plus tard qu'il rendra un bel hommage à l'homme, à son intelligence, à sa morale, à son caractère, à sa personnalité, à son enthousiasme et à ses qualités oratoires. Son troisième séjour est plus long. Il court du 19 novembre 1914 au 31 octobre 1916. Très impliqué dans l'activité des cercles russes révolutionnaires, le Trotsky de cette époque n'est pas encore un bolchevique. Il diverge de Lénine sur de nombreux points, mais c'est précisément au cours de son séjour à Paris qu'il va se rapprocher de lui. Trotsky est actif dans les milieux socialistes, syndicalistes et pacifistes français. Il y jouit d'un grand prestige, d'autant qu'il critique vivement le gouvernement et les socialistes ralliés à l'Union sacrée, poussant les pacifistes à rompre avec ces derniers. Trotsky ne se contente pas de rester à Paris, il se déplace en province. C'est au cours de ces 2 années qu'il va connaître de nombreux militants qu'il séduit. Raymond Lefebvre, Alfred Rosper, Pierre Monat, Marcel Martinet, Henri Guilbeault, Amédée Dunois, Fernand Loriot, ou bien qu'il braque, tel le syndicaliste Alphonse Meraille. Les témoignages sont nombreux sur l'influence qu'il exerça. Un seul, Marcel Martinet, poète, linguiste. Et quand Trotsky, écrit Martinet, parlait, il y avait dans ses paroles, dans ses raisonnements et ses déductions une telle puissance spirituelle, c'est moi qui souligne, une information si ample et si complète, une vigueur dialectique si souveraine, une conviction révolutionnaire si totale, si impérieuse et si sereine, que ses propos nous apparaissaient comme une sorte de bataille victorieuse livrée devant nous, de libération et de fête. La police suit de très près les activités de Trotsky contre le gouvernement et contre l'alliance franco-russe, en particulier dans le journal russe qu'il anime, Naše slovo, Notre parole, et dans les milieux pacifistes. C'est d'ailleurs le sociologue Émile Durkheim, président de la commission chargée des réfugiés russes en France, qui l'avertit dès juillet 1916 des menaces d'expulsion qui pèsent sur lui. Le décret d'expulsion est émis le 14 septembre et Trotsky est expulsé en octobre, malgré la défense du petit-fils de Marx, Jean Longuet. 17 années s'écoulent avant que Trotsky ne revienne en France en 1933, étape parmi d'autres sur le chemin d'une longue errance qui a commencé en 1928. Il a été autorisé à venir en France à l'issue de tractations et pour des motivations qui demeurent obscures. Ce n'est plus du tout le même homme qui, en provenance de Turquie, où l'avait exilé le gouvernement soviétique, débarque près de Marseille et s'établit dans la plus grande discrétion et en dépit des critiques des communistes français à Saint-Palais, dans les Charentes, où il arrive le 24 juillet. Le brillant et fougueux révolutionnaire, symbole de la victoire bolchevique en 1917, a perdu le pouvoir, a été exclu du parti qu'il avait contribué à fonder. Il est fatigué, atteint par les disparitions et les morts qui se sont accumulées autour de lui, persécuté par les staliniens, mais néanmoins, il le dit à tous ses interlocuteurs, prêt à tout recommencer. Le 1er novembre 1933, Trotsky se transfère à Barbizon, au point pour son école de peinture, mais pour sa proximité géographique avec la capitale, où il se rendra à plusieurs reprises. Le 17 avril 1934, il est expulsé de Barbizon à la suite d'une sombre histoire qui lui vaut une campagne de presse de la droite et des manifestations d'hostilité des porteurs d'emprunts russes. Trotsky continue de vivre en France dans une situation de vide juridique et commence à errer. Après Barbizon, Lagny, puis de nombreuses autres escales dans le centre-est de la France. Il se pose à partir de juillet 1934 à Domène pour 1 an. Le 14 juin 1935, c'est le départ pour la Norvège. Trotsky ne reverra plus la France. Ce séjour mouvementé et long est marqué par une intense activité. Trotsky multiplie les rencontres avec ses amis français et étrangers, comme par exemple Pierre Naville, Gérard Rosenthal, Raymond Molinier, Pierre Franck, Yvan Crépeau, David Rousset, Jean Rousse, Fred Zeller. Il est aussi en contact avec des gens venus d'autres horizons, des socialistes, Marceau Pivert, Daniel Guérin, des syndicalistes, des communistes oppositionnels et des intellectuels, André Malraux, Simone Veil, André Breton, Benjamin Perret, des étrangers, le Belge Paul-Henri Spaak ou l'Italien Carlo Rosselli. Les objectifs de Trotsky sont politiques. Il commence à penser à la fondation d'une autre internationale, il organise l'opposition au stalinisme autour de lui, mais fait aussi pratiquer à ses adeptes ce qu'il appelle l'entrisme dans la SFIO, le Parti socialiste, avec une certaine réussite. L'homme connaît donc la France. Il pratique le français. Il est familier de certains aspects de l'histoire et de la culture française. En 1935, le proscrit laisse derrière lui des contacts, des relations et des souvenirs qui vont favoriser la diffusion de ses idées. Car, et c'est le second aspect qu'il faut examiner,
Trotsky s'intéresse de très près à la France et utilisera en quelque sorte l'histoire de France dans sa réflexion théorique. Avant la révolution russe, Trotsky se montre particulièrement virulent contre la Troisième République. Il écrit le 6 novembre 1915 « Voilà un régime plutocratique masqué par le radicalisme et la phraséologie socialiste ». Il n'a pas de mots assez durs contre les politiciens de droite, les radicaux et nombre de syndicalistes et socialistes français qualifiés tous de médiocrité. De 1921 à 1923, pour l'Internationale communiste et depuis Moscou, Trotsky est l'un des bâtisseurs du Parti communiste, c'est-à-dire d'abord un destructeur. Car pour construire le nouveau parti, il doit démolir l'ancien. Et pour accomplir sa mission, Trotsky déploie toute son intelligence et son talent. Le choix de Trotsky, le numéro 2 des bolcheviks pour s'occuper du Parti français, n'est pas innocent. Il est à la mesure de ce que représente la France aux yeux de Moscou, soit une grande puissance européenne, mondiale, dotée d'un empire colonial qui appelle la formation d'un instrument d'action efficace, un vrai parti communiste, pour peser sur elle. Trotsky est, selon la formule de l'un de ses biographes, Pierre Brouet, la voix de l'Internationale pour la France. Il scrute et oriente l'activité communiste, du contenu quotidien du journal L'Humanité au travail politique et syndical. Il s'efforce surtout d'arracher les communistes à leur héritage socialiste, parlementaire, légal. Un exemple emblématique de cette volonté d'extirper l'ancien pour créer du nouveau est la hargne et la puissance qu'il déploie pour obtenir l'exclusion des francs-maçons du parti et surtout des intellectuels réformistes. Combattre, écrit-il en juillet 1922, combattre impitoyablement ce groupe d'intellectuels, brûler une fois pour toutes au fer rouge l'ulcère de l'individualisme avocassier et parlementaire au sein du Parti communiste. Un autre exemple illustre l'intensité du changement qu'il tente d'opérer. Trotsky veut faire accepter le recours à la violence révolutionnaire. Or, il déplore que la pratique de la violence soit mal acceptée en France. Je cite: « Toute l'histoire de la Troisième République au lendemain de la Commune montre que cette Commune fut non seulement le désarmement physique du prolétariat, mais son désarmement moral. L'atmosphère même, l'opinion publique bourgeoise ont pour tâche d'infecter, je le souligne, d'infecter la mentalité de la classe prolétarienne par l'hypnose de la légalité. La légalité, qu'est-ce que c'est ? C'est la couverture légale de la violence brutale de la bourgeoisie. » Il s'indignera bientôt du pacifisme encore présent dans les rangs du Parti communiste, s'offusque que certains camarades expliquent, je cite, que le militarisme rouge, la violence, le meurtre et l'effusion de sang ne sont pas des principes communistes. Et il précise, le parti, c'est l'organisation d'une haine consciente contre la bourgeoisie. La haine, est-ce un principe communiste ? Je crois que c'est la fraternité qui est un principe communiste, répond Trotsky. Mais, ajoute-t-il, le Parti communiste est l'organisation de la haine de la classe ouvrière contre la bourgeoisie. Il entend ainsi imposer la tutelle de l'Internationale sur le Parti français et y inculquer sans ménagement l'orientation, les méthodes d'organisation, les valeurs bolcheviques. Le 25 mars 1923, à Moscou, dressant ce qu'il appelle le bilan d'une période, il parle, je le cite, de l'opération chirurgicale entreprise par le Parti français, fin de citation, pour couper avec ses traditions bourgeoises, nationalistes et parlementaires. Oui, de son point de vue, le chirurgien Trotsky a bien travaillé. La greffe a pris. Mais pour son malheur, la créature à laquelle il a donné vie se retourne contre son créateur, puisqu'à la succession de Lénine, mort en 1924, elle suit majoritairement Staline. À partir de ce moment, un autre cours commence. Trotsky va agir pour rassembler les opposants à Staline, en France comme ailleurs. Travail long et fastidieux. Mais la France, chez Trotsky, effectue un retour en force dans ses œuvres en 1936. Elle devient, selon lui, un laboratoire d'expérimentation avec l'Espagne d'une révolution. La Révolution française a commencé, écrit-il le 9 juin 1936. Le 12, 3 jours plus tard, il détecte dans les grèves non pas des grèves corporatives, c'est lui qui parle, même pas des grèves, mais la grève, je souligne, et il souligne, et les prémices de la révolution prolétarienne. Et il précise, c'est le rassemblement au grand jour des opprimés contre les oppresseurs, c'est le début classique de la révolution. L'espoir est vite déçu. Il tire une nouvelle fois, mais sans doute de façon plus systématique, les leçons de ce qu'il appelle la révolution manquée. L'échec est attribué aux staliniens,
et cela suppose de construire au plus vite une direction révolutionnaire, tâche principale des trotskistes, à laquelle ils s'attellent toujours de nos jours. Plus fondamentalement encore, la France acquiert une place de choix dans la théorie trotskiste du stalinisme. Trotsky fait en effet un usage politique appuyé de la Révolution française. On le sait, les bolcheviks ont systématiquement pensé leur révolution à la lumière de l'expérience française du XVIIIe siècle et en traçant des parallèles avec celle-ci. Dès les lendemains de la mort de Lénine, les adversaires d'un Staline qui amorce une irrésistible ascension se demandent si celui-ci ne symbolise pas un nouveau Thermidor. Le débat sur la comparaison Staline-Thermidor alimentera des années durant les écrits des communistes oppositionnels dans le monde. Dans un premier temps, Trotsky repousse l'analogie, avant dans un second temps de la reprendre à son compte de manière prudente. Affirmer que Thermidor l'a emporté risque de faire croire qu'une nouvelle classe sociale s'est emparée du pouvoir en Russie et que la contre-révolution l'a emporté définitivement. Ce que ne veut pas et ne voudra quasiment jamais admettre Trotsky. C'est pourquoi le prophète des armées, selon la formule d'un de ses biographes, Isaac Deutscher, qui évolua beaucoup sur ces questions, en viendra à expliquer que l'URSS présente des caractéristiques de Thermidor considérées comme la victoire de la bureaucratie, et non pas d'une classe sociale, sur les masses, et engendrant un bonapartisme, concept qui, chez les marxistes, désigne l'apparente autonomie du pouvoir d'un homme et de l'appareil d'État par rapport au rapport de classe, alors même que cet homme et cet État restent en fait déterminés par leur base sociale. De même que Napoléon III exerçait une dictature sur la bourgeoisie tout en exprimant la domination bourgeoise, de même pour Trotsky, Staline représente la dictature politique de la bureaucratie fondée sur de saines bases économiques et sociales. L'URSS est donc pour lui un État ouvrier dégénéré, selon une formule qui demeurera dans l'histoire du trotskisme, ce qui implique de procéder à une révolution politique pour déloger Staline et la bureaucratie, mais pas du tout une révolution socio-économique. Ce qui retient à ce point notre attention, davantage encore que le contenu des analyses de Trotsky, c'est leur proximité et leur familiarité pour des Français. Osons la formule. Trotsky parle aux Français. Ses analogies, ses comparaisons, ses références ont une réelle puissance d'évocation. Sa théorie semble cohérente et simple, séduisante dans un pays où le marxisme souffre d'une anémie théorique. L'histoire fournit parfois des symboles puissants. S'il faut administrer une ultime preuve de la force des liens entre Trotsky, les trotskistes et la France, il suffit de rappeler que c'est dans la banlieue parisienne, dans une ferme, que 22 délégués supposés représenter 11 sections nationales ont fondé le 3 septembre 1938 la 4e internationale. 4e internationale qui nous introduit à notre seconde partie qui s'intéresse aux trotskistes. Par trotskiste, nous évoquons ces militants qui se réclament de Léon Trotsky à partir de la fin des années 20. Nous entendons réfléchir sur les moments forts du trotskisme en France, en esquisser une sociologie et apprécier l'imprégnation trotskiste sur la France. 5 moments méritent que l'on s'y attarde. Les années 20 d'abord, qui ne relèvent pas vraiment du trotskisme à proprement parler, mais qui assoient la popularité de Trotsky en France. Il est alors, je l'ai dit, dirigeant bolchevique et du Comintern. Il mobilise ses anciens réseaux de son séjour de 1914 et ses soutiens pour construire le nouveau parti communiste, avec les Rosmer, Monat, Souvarine. Beaucoup seront toutefois décontenancés par ses propositions de militariser les syndicats et l'économie, par son rôle de premier plan dans l'écrasement en 1921 de l'insurrection de Kronstadt en Russie. Mais Trotsky élargit encore son influence en jouant de la fascination qu'il exerce en tant que chef de l'armée rouge. Un exemple. Le 16 juin 1920, lors d'une réunion à Angoulême, un syndicaliste dit son espoir, je cite, de voir rapidement les bolchevistes, comme on disait souvent à l'époque, traverser la Pologne, passer sur le dos de l'Allemagne et venir secouer les puces de nos gros capitalistes. Trotsky apparaît comme un proche de Lénine, le modèle du révolutionnaire professionnel.
Avec les années 30, on aborde un deuxième moment, celui du vrai visage du trotskisme. La critique par Trotsky du stalinisme attire les antistaliniens de gauche et ce sera toujours le cas. Le nombre des militants est faible, leur division déjà bien consommée. Mais le trotskisme est influent dans la SFIO grâce au travail d'entrisme et dans certains milieux intellectuels. La guerre disperse les militants et ouvre l'un des épisodes les plus controversés du trotskisme en France que je ne veux pas traiter ici. Entre 1945 et 1947, les trotskistes se montrent actifs dans certaines entreprises. Persuadés que la révolution est à l'ordre du jour, ainsi qu'en attestent les titres des journaux qu'ils publient, par exemple le Soviet de la Lorraine, le Soviet de Panhard. Ils souffrent encore de leur faible nombre, de leurs très mauvais résultats électoraux, pas plus de 1,5% des voix aux législatives de novembre 1946, et de leur sempiternelle division. Néanmoins, ils peuvent jouer un rôle non négligeable en profitant de la dégradation du climat social et de l'incompréhension ressentie par de nombreux ouvriers face à la participation du puissant Parti communiste français au gouvernement. Par exemple, les trotskistes sont très présents lors des grèves des rotativistes de la presse parisienne en janvier 1946, des postiers en août et surtout chez Renault en avril-mai 1947, grève qui contribua à la rupture du tripartisme et à la sortie du Parti communiste français du gouvernement. Mais ces quelques réussites ne se traduisent pas en adhésion. Au contraire, les faibles effectifs s'effondrent après 1947 lorsque le Parti communiste entre en guerre froide. Le quatrième moment est celui des années 60-70. Les trotskistes, toujours très minoritaires au début, sans doute guère plus d'une centaine de militants à la fin des années 50, sont impliqués dans la guerre d'Algérie. Ils développent une activité publique et pour certaines de ses composantes, une action dans la clandestinité, aux côtés des réseaux de soutien du FLN. Leur activité déterminée en faveur de l'indépendance de l'Algérie ouvre un espace de contestation à gauche du Parti communiste, mais aussi à l'intérieur de ce parti et dans son organisation étudiante, l'Union des étudiants communistes. Elle leur permet aussi de tisser des liens avec des intellectuels. Leur position anticolonialiste se distingue de celle plus prudente du Parti communiste et séduisent des jeunes sensibles à ces thématiques. Les trotskistes, du moins une partie d'entre eux, érigeront bientôt Cuba et la guerre du Vietnam en symbole de l'internationalisme et de l'anti-impérialisme. Leur méthode d'action résolue, parfois violente, exerce un pouvoir d'attraction qui apparaîtra au grand jour en mai 1968 et dans les années qui suivent. Le trotskisme sert un temps de structure d'accueil à la révolte des baby-boomers qui rejettent le capitalisme comme le stalinisme et se révoltent contre les autorités en place. Une nouvelle fois, cette poussée de fièvre retombera aussi vite qu'elle était montée. Enfin, nous en arrivons à aujourd'hui. La détresse sociale, le chômage, la précarité, l'angoisse face au devenir de l'économie, l'interrogation sur l'avenir de la France, de l'Europe, la désaffection à l'égard des institutions politiques, la déception envers le socialisme, l'incapacité des partis traditionnels à répondre aux aspirations de l'électorat forment un cocktail explosif de défense des corporatismes et de quête d'idéal dont profitent les trotskistes. Emmenés par deux produits marketing parfaitement conçus, Olivier Besancenot et Arlette Laguillet, ceux-ci enregistrent des succès électoraux, bénéficient d'une complaisance médiatique, cependant que leurs idées, quelques vieux préceptes présentés de façon astucieuse, se diffusent amplement à gauche, voire dans la société. Les trotskistes ont de nouveau le vent en poupe, mais jusqu'à quand? Il nous faut maintenant esquisser une courte sociologie des trotskistes. À l'évidence, ils recrutent dans des catégories de prédilection. Les syndicalistes, les jeunes, les juifs et les intellectuels. Parmi ces quatre catégories, je souhaiterais dire quelques mots des deux dernières. Les juifs. Il est vrai qu'ils ont souvent été nombreux chez les trotskistes, et plus particulièrement dans les années 60-70. Les explications que j'avance sont davantage des hypothèses que des faits avérés et se fondent notamment sur quelques pages lumineuses que l'historienne Annie Kriegel a consacrées à cette question. Je souhaite avec elle mentionner 3 pistes de recherche. Avec le trotskisme, les Juifs ont sans doute recherché une nouvelle fois les conditions de leur émancipation comme ils ont cru aussi pouvoir la trouver dans l'assimilation, le sionisme, le socialisme, voire dans certains pays et dans certaines occasions historiques le communisme. Mais le communisme, dans sa version stalinienne, a abouti à une impasse tragique pour eux.
Avec le trotskisme, les juifs de gauche renouent avec le messianisme révolutionnaire. Le trotskisme, en se référant à un communisme pur, trace les contours d'une nouvelle utopie distincte de celle peu enthousiasmante des socialistes et de celle dramatique des staliniens. De sorte que leur aspiration à l'universalisme est réactivée et qu'ils peuvent croire que leur quête d'une régénération sera cette fois assouvie. Deuxième piste. Dans les années 60, les trotskistes, surtout ceux de la Ligue communiste, attirent beaucoup de juifs, notamment ashkénazes. Parce que le trotskisme disséminé dans le monde, peut-être, ressemble à leur propre itinéraire, et que l'on retrouve dans leurs organisations le plaisir de l'exégèse, l'inclination pour les disputes dogmatiques et le respect des textes. Enfin, et peut-être plus fondamentalement, mais aussi inconsciemment, Trotsky leur apparaît comme un des leurs. En lui, ils peuvent déceler les tensions quasi inhérentes à leur situation, en particulier sous une double dimension. D'un côté, il y a l'illusion romantique. Le parcours de Trotsky, sa vie, symbolise à son corps défendant une nouvelle version du juif errant, celle du révolutionnaire errant. D'un autre côté, s'impose la fatalité de la condition juive. Trotsky a voulu occulter sa judéité comme tant d'autres juifs qui rejoignent sa cause. Or, nul n'ignore que celle-ci l'a rattrapé, puisque Trotsky souffrit du vieil antisémitisme russe qu'exploitera ensuite Staline sous la forme de l'antisionisme. De ce fait, à la différence des autres révolutionnaires, de ce que veulent les communistes et de ce que Trotsky croyait lui-même être, à savoir constituer un rouage efficace de la machinerie du parti et un élément impersonnel de la cause, devenir un homme sans passé mais projeté dans l'avenir, Trotsky est lui un homme qui n'arrive pas à se débarrasser de sa naissance. Les Juifs qui épousent son communisme parcourent confusément ou consciemment la même trajectoire. Ils aspirent à oublier leurs origines, mais ils sont saisis de nouveau par elles. Ils sont désireux de se fondre dans le collectif, la totalité, le groupe. Mais quoi qu'ils en aient, ils sont à part à cause de leurs histoires, dont ils n'arrivent pas à se défaire en dépit de leurs efforts. Deuxième catégorie qui a pu en de nombreuses circonstances croiser la première, les intellectuels. Il faudrait distinguer de façon plus fine cet ensemble, en particulier les membres de la haute intelligentsia et tous ceux qui exercent une profession intellectuelle. Je m'attarderai ici sur la première, à condition, là encore, d'opérer une autre différenciation. On peut, par souci de clarté, distinguer les intellectuels qui ne furent pas membres des partis trotskistes, mais qui ont marqué de l'estime pour Trotsky des militants ou des sympathisants stricto sensu. Les premiers sont nombreux et viennent d'horizons très divers. André Breton, Malraux, Simone Veil et même André Mauriac. Sur eux, la personnalité de Trotsky exerce une irrésistible fascination. Voilà un intellectuel en politique, un théoricien qui agit, une personnalité ouverte en matière culturelle, et aussi un homme qui semble si humain du fait de sa tragédie personnelle, l'errance, l'exil, les morts dans sa famille, première femme fusillée, fille suicidée, fils vraisemblablement assassiné, 2 petits-fils disparus dans la tourmente stalinienne, 3 gendres liquidés, une petite fille déportée, plus la cohorte des morts, des disparitions, des trahisons des amis, enfin son propre martyre, qui permet d'occulter le sang qu'il a sur ses mains comme chef de l'armée rouge. Il y a, écrit Trotsky, dans Trotsky, une évidente séduction. Et d'abord, dit ironiquement Mauriac, le lecteur bourgeois s'étonne toujours qu'un révolutionnaire garde quelques ressemblances avec le commun des mortels. Et plus loin, il ajoute, le Trotsky vivant et agissant nous paraît moins inhumain que son sanglant adversaire. Quant aux intellectuels trotskistes, militants ou sympathisants, la liste est longue. M'excusant pour les oublier. Pierre Naville, Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, Michel Crozier, David Rousset, Laurent Schwartz, Maurice Nadeau, Félix Guattari. Ils sont venus sans doute par conviction, esprit révolutionnaire et hostilité au stalinisme. Mais je voudrais souligner un aspect à mon sens non négligeable. Quel avantage présenter le trotskisme ultra-minoritaire et souvent pourchassé pour des intellectuels? J'avance l'idée qu'avec lui, il pouvait faire de la politique. Le Parti communiste a sans doute et sans conteste compté un nombre bien plus élevé d'intellectuels, mais il les utilise pour leur prestige et leurs éventuelles capacités d'expertise. Les intellectuels communistes ne font pas de politique, les ouvriers s'en méfient trop.
Faute d'ouvriers, les intellectuels sont maîtres chez eux. Davantage, possédant la science marxiste, ces nouveaux hommes de nouvelle lumière parlent au nom de la classe ouvrière et prétendent en bons léninistes être en mesure de lui apporter la conscience de classe de l'extérieur. Enfin, qu'ils soient intellectuels organisés ou simples sympathisants, les intellectuels peuvent adhérer complètement à l'un des traits forts des analyses de Trotsky, la condamnation de la médiocrité. C'est devenu l'un de ses leitmotifs à partir de 1925. Alors qu'au lendemain du 14e congrès du Parti communiste soviétique qui avait vu la montée en puissance de Staline, tout le monde se demandait qu'est-ce que c'était Staline. Trotsky répondit de manière définitive « la plus éminente médiocrité de notre temps ». Il remettra sur le métier cette analyse à de très nombreuses analyses, avec cette autre formule qui sonne fort. La contre-révolution victorieuse peut avoir ses grands hommes, mais son premier degré thermidor a besoin de médiocrité qui ne voient pas au-delà de leur nez. La médiocrité a certainement eu un énorme impact explicatif sur les intellectuels et plus généralement sur l'historiographie savante du stalinisme. C'est qu'elle permet de rendre compte des dérapages supposés d'une bonne et juste cause. Ceux-ci, ces dérapages, ne sont point le produit des concepteurs de la révolution, encore moins de la théorie qui a contribué à son déclenchement. Ils sont dus à la montée en puissance des médiocres représentatifs des bas instincts du peuple. La médiocrité l'a emporté sur l'intelligence, le balourd a défait le génie, mais peu importe, la cause demeure fondée. Les intellectuels démontrent ainsi que l'amour qu'ils proclament pour le peuple masque un mépris assez profond à son égard. Quoi qu'il en soit, on constate de ce fait que le trotskisme joue une double fonction pour les intellectuels. Une fonction de socialisation politique primaire et fondamentale pour ceux qui s'engagent pour la première fois. Elle laisse d'ailleurs des traces profondes chez ceux qui sont passés par cette expérience. Mais l'autre fonction est celle de recyclage des intellectuels issus du Parti communiste. Le trotskisme est un sas de décompression, comme l'a dit joliment Alain Besançon, après la sortie de la contre-société communiste et avant le retour dans la société, entre guillemets, normale. Il n'en demeure pas moins que les trotskistes, bien que groupusculaires la plupart du temps, ont fortement marqué de leur empreinte la France. L'ambivalence du trotskisme joue en sa faveur et explique pour une part sa capacité de pénétration dans le domaine des idées. C'est que le trotskisme joue sur deux tableaux, le tableau de la fidélité au léninisme, le tableau de la démocratie. Selon les moments, est mis en valeur l'un ou l'autre. Des années 30 aux années 90, c'est la fidélité au léninisme que les trotskistes soulignent. Depuis 1989 et la chute des régimes communistes, le trotskisme préfère construire sa propre légende dorée et s'ériger en vrai défenseur de la démocratie ouvrière, certes, mais défenseur de la démocratie quand même. L'impact du trotskisme semble aussi redevable à la cohorte innombrable et sans limite des ex-trotskistes à qui s'applique la célèbre formule de l'écrivain italien Ignazio Silone sur les ex-communistes qui formaient, écrivait-il, un parti encore plus important que les communistes. Mais une différence essentielle existe entre les ex-communistes et les ex-trotskistes. Comme le dit Christophe Pomian, les trotskistes n'ont aucun passif. Le principe de réalité ne les a jamais affectés. Ils n'ont cru qu'à des promesses. Or, on peut cesser de rêver, sans trop de heurts, d'autant que les organisations trotskistes sont de petites sectes dont le pouvoir de nuisance s'avère limité hors de leur rang. En revanche, se détourner d'une utopie réalisée, rompre avec la puissante contre-société communiste française représentait le plus souvent un déchirement douloureux. Il en résulte deux démarches successives divergentes. L'ex-communiste est souvent obligé d'opérer une rupture quasi existentielle qui l'amène parfois très loin de son point de départ. L'ex-trotskiste peut rester fidèle et compréhensif car son éloignement résulte davantage d'un cheminement intellectuel et rationnel. Il signifie rarement une remise en cause existentielle. Et par conséquent, les ex-trotskistes sont nombreux à entretenir une relation d'empathie, de sympathie et de complaisance avec leurs anciens camarades. Enfin, le trotskisme offre une posture dangereuse, mais aussi avantageuse. Avec lui, on peut être anti-bourgeois, anti-libéral, anti-réformiste, anti-socialiste, anti-stalinien et antifasciste. Une combinaison magique qui peut rassembler large, comme on le voit actuellement. Par là, j'en viens à ma conclusion. Les trotskistes n'ont guère d'avenir en politique malgré leurs performances actuelles. Comme par le passé, ils se confronteront vraisemblablement à leur faiblesse congénitale.
Mais ils ont deux grandes réussites à leur actif. D'abord, ils ont construit une représentation positive de Trotsky. Celle-ci a refoulé le Trotsky qui, avec Lénine, s'empare du pouvoir par un coup de force. Le Trotsky qui, avec Lénine, ouvre les camps de concentration. Le chef impitoyable de l'armée rouge, instrument de l'établissement de la dictature bolchevique. Le bourreau de Kronstadt, 1 millier de prisonniers et de blessés fusillés sur place. Plus de 2000 condamnés à mort. Plus de 6400 à la prison et au camp, dont seulement 150 étaient encore en vie un an plus tard. Le responsable de la terreur, fier de l'avoir fait. Le théoricien de la militarisation des syndicats et de l'économie. Le défenseur de la Tchéka en 1918, alors que des voix à l'intérieur même du parti bolchevique, par exemple celle de Boukharine, s'élevaient dans le parti pour dénoncer ses agissements et ses excès. L'auteur de Terrorisme et communisme en 1920, réédité en France en 1936 sous le titre « Défense du terrorisme ». L'auteur de Leur morale et la nôtre en 1939, où Trotsky condamne la morale bourgeoise, la morale éternelle, la morale idéaliste et proclame que la seule chose morale, c'est ce qui permet le développement de la lutte de classe, le renforcement du parti, le déclenchement de la révolution, l'établissement du communisme. L'autre succès tient à ce que le trotskisme prolonge et entretient la passion communiste française, fondée elle-même sur une sorte de synthèse des passions. Passion de l'égalité, de la révolution, de la régénération, de la puissance du politique, de l'État. Il exprime la quête inassouvie d'un changement absolu et radical, d'une croyance dans la pureté du communisme qui peut, dans un pays déchristianisé, se substituer aux religions classiques. Sans doute, aujourd'hui, l'idéologie communiste a-t-elle perdu de sa superbe. Il n'en reste que des résidus. Elle n'a plus le charme envoûtant pour ses sympathisants de la symphonie. Elle n'est qu'une rengaine qui continue cependant de siffler à nos oreilles. De ce fait, le trotskisme actuel est le produit du refus français de dresser le bilan du communisme tout en confortant pleinement ce refus. Il contribue ainsi à la complaisance que manifeste la France envers le communisme et constitue une formidable entreprise de préservation du communisme. Pourtant, en rester là serait erroné. Les dernières pages de Trotsky contiennent des bribes d'une analyse qui contredit et dépasse sa propre théorie puisqu'il en vient à utiliser l'adjectif de totalitaire à propos de l'URSS et à s'interroger sur le fait de savoir si celle-ci ne donnera pas naissance à une classe exploiteuse. Il consacre une partie du temps qui lui reste à vivre, sans savoir que le terme approche, à rédiger un livre sur Staline, hommage du vaincu au vainqueur, un vainqueur qui au même moment arme le bras du tueur. Et voilà qu'au fond de la nuit dans le siècle, alors que la Deuxième Guerre mondiale commence, voilà qu'il écrit ces quelques phrases qui feront office de conclusion de son Staline que Ramon Mercader, son assassin, lui a empêché d'achever. Je vous lis ces dernières phrases. « L'État, c'est moi », écrit Trotsky, est presque une formule libérale en comparaison avec les réalités du régime totalitaire. Louis XIV ne s'identifiait qu'avec l'État. Les papes de Rome s'identifiaient à la fois avec l'État et avec l'Église, mais seulement durant les époques du pouvoir temporel. L'État totalitaire va bien au-delà du césaropapisme, car il embrasse toute l'économie du pays. Et la chute finale, à la différence du roi Soleil, Staline peut dire à bon droit « la société, c'est moi ». Formidable intuition de Trotsky, que la mort lui a interdit d'approfondir, qu'occultèrent et qu'occultent toujours les trotskistes, mais qui permit à certains d'entre eux, en particulier le philosophe Claude Lefort, de penser le totalitarisme, cette réalité fondamentale du siècle écoulé. Mais à une condition toutefois, et de taille, sortir du trotskisme, rompre avec le communisme. Bon, merci. C'était le politologue Marc Lazare, invité de l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 17 novembre 2003. Marc Lazare présentait une communication intitulée « Trotsky, les trotskistes et la France ». Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de ce texte et ceux des autres communications sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques, www.asmp.fr. Vous pouvez également les écouter quotidiennement sur Canal Académie.